Bonjour, bienvenue à tous pour la conférence de presse du GIE La Boîte Boisson. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Alors, sans plus tarder, je voulais vous donner quelques informations au départ. D'abord, vous allez avoir une présentation qui va durer à peu près 1 heure. On vous demande de nous poser des questions plutôt à la fin et vous avez en bas, plutôt en haut à droite, un bouton sur lequel les journalistes pourront poser leurs questions. On regrette de ne pas avoir fait cette conférence de presse à la Tour Eiffel comme c'était prévu, mais les conditions sanitaires nous en ont empêché, mais on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Alors, on a pour ce moment choisi plusieurs intervenants de manière à ce que vous ayez le maximum d'informations. Donc, je vous les présente. Sandrine Duquerroy de Le Salle, donc vice-présidente de la Boîte Boisson, directrice commerciale chez Krone. Lucien de Bévert, directeur du projet Chaque Canette Compte. Et puis, 3 autres personnes qui ne sont pas en présentiel avec nous. Et donc, Mostafa Aboulfara, qui est délégué général de France Aluminium Recyclage. David Van Joenversien, qui est le directeur général du programme européen Evry Can Compte. Et Cyril Vecchi, président du GIE La Boîte Boisson et directeur de des affaires publiques. Voilà, des affaires publiques chez Ball. Donc Cyril est en Thaïlande, Mostafa à Mulhouse et David à Bruxelles. Cyril, je te laisse la parole pour démarrer notre présentation. Merci Sylvain et merci à tous ici présents. Merci pour votre temps, votre intérêt pour la canette. Alors c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors comme vous le voyez, on a plein de choses. Exactement, on a plein de choses au programme, plein de choses à vous raconter. C'est un anniversaire, donc évidemment on va logiquement se tourner vers le passé et voir comment cette petite chose qui paraît toute simple mais qui est bourrée d'innovation a évolué au fil du temps. On va parler du présent et comment la boîte boisson a traversé la crise actuelle évidemment. Elle a fait preuve de résilience dans le contexte actuel que nous connaissons. Mais également, et j'ai envie de dire surtout, nous allons tourner vers l'avenir et voir que la canette a tous les atouts environnementaux, sociaux, économiques, de maturité également, pour s'imposer comme l'emballage de boissons du futur. Alors nous y croyons, dur comme fer, dur comme l'aluminium. C'est vous qui choisissez. Elle était facile, je vous l'accorde. Alors je vais changer la slide si j'y arrive. Super. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite carte de visite. Alors qui sommes-nous? Donc le groupement, le GIE, la Boîte Boisson, donc le groupement d'intérêt économique, la Boîte Boisson, donc est composé des 3 principaux producteurs d'emballage boisson en France et en Europe, qui sont Ardagh, Ball et Crown, ainsi que les fabricants de métaux, en l'occurrence ArcelorMittal. Alors que faisons-nous? Nous communiquons, nous positionnons, nous soutenons la canette, nous défendons la canette, nous informons nos parties prenantes nous promouvons la canette à travers de programmes comme par exemple Chaque Canette Compte, comme Lucien et David vont vous présenter ultérieurement. Voilà, donc, nous sommes des lobbyistes, mais les gentils lobbyistes, pas les méchants lobbyistes. Donc, les gentils lobbyistes qui œuvrent pour la bonne cause. Une petite présentation du GIE en France, son empreinte sur le tissu français. Donc, très concrètement, la canette en France, c'est 1000 emplois directs, donc répartis dans une trentaine d'usines et centres de recherche et développement, donc des usines à la fois de production, de remplissage, évidemment, comme vous le voyez, présents sur tout le territoire français. Alors, un petit chiffre aussi qu'on aime bien, on a consacré 250 millions d'euros aux investissements ces dernières années pour améliorer notre outil industriel. Donc, c'est assez conséquent. Ça montre un peu la vitalité de notre filière.
On va rester en France et on va passer en géographie, on va passer en histoire avec un petit historique. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu du passé, parler un petit peu de l'histoire de la canette. Mais on va quand même rester en France parce que la canette trouve également ses origines en France. Donc, c'est encore un petit cocorico. Alors, comme souvent, c'est Napoléon qui indirectement a contribué à son invention. Alors, pendant ses campagnes, le scorbut, donc c'est la maladie qui est due à la carence en vitamine C, donc causait de lourdes pertes pour les troupes françaises. Donc Napoléon a demandé avec son gouvernement, donc il a promis une récompense donc il a demandé à tous les chercheurs, à tous les inventeurs français de travailler, de bûcher, de trouver un procédé pour conserver les aliments frais et sains destinés à ces armées. Donc c'est uniquement 15 ans après, donc en 1810, que le prix a été décerné à Nicolas Appert. Donc c'est le père de l'apertisation. C'est le procédé que vous connaissez tous, qui consiste à stériliser les aliments par la chaleur. Donc on va mettre un bain-marie, on va le chlore et on va le stériliser, notamment dans des bocaux, par exemple. Voilà. Donc malheureusement pour Monsieur Appert, le prix étant public, les Anglais ont lorgné un petit peu dessus et ont trouvé que le verre était un peu trop lourd, un peu trop fragile pour les armées, pour une utilisation militaire, on va dire. Et donc, ils ont décidé de changer et de tester des boîtes en fer blanc. Donc, ils avaient une très bonne production à l'époque de fer blanc. Donc, ils ont passé en fer blanc. Voilà, donc on s'est fait voler l'invention par les Anglais. Mais ils ont été fair play. Donc, le Sir Durant, celui qui a breveté la première boîte de conserve, a joué fair play. Il était comme un bon gentleman anglais et a dit que c'était uniquement inspiré d'une invention française. Donc c'était une invention française et que c'était uniquement une inspiration. Donc c'est la petite histoire. Il faut attendre une centaine d'années pour voir les premiers échantillons de boissons arriver en France, c'est-à-dire de mettre des boissons dans ces boîtes en métal. Mais c'est réellement aux États-Unis que les premières productions à grande échelle de canettes vont voir le jour. Donc on a l'American Can qui va lancer avec le brasseur Kroger. Donc c'est la canette que vous voyez, enfin la canette, la boîte métal que vous voyez ici sur la slide. C'est une des premières canettes qui voit le jour en 1935. D'accord. Donc c'est une très belle canette métal 3 pièces avec une ouverture avec ouvre-boîte. Donc voilà, c'était pas non plus. On s'est bien amélioré depuis. Et évidemment, depuis, vous l'imaginez, depuis, c'est une success story. C'est les années 40 et Coca-Cola qui vont vraiment démocratiser la canette. Voilà, donc maintenant, on en trouve dans toutes les boissons, dans tous les styles, dans toutes les couleurs. Un petit point également sur l'innovation 75. Donc c'est un petit clin d'œil. C'est que la Commission européenne a récemment demandé à l'industrie du plastique d'attacher les bouchons des bouteilles en plastique au corps de la bouteille. Donc ça s'appelle les bouchons solidaires. Ça c'est une nouvelle orientation qui devra apparaître en 2024. Voilà, donc pour la petite histoire, la canette a résolu ce problème de bouchons qui peut s'égarer dans la nature en 75, donc il y a 50 ans, avec la fameuse languette qui reste bien attachée à la canette. Donc voilà, entre la Kruger que vous voyez ici et la canette qui trône sur les rayons en 2020, donc évidemment c'est le jour et la nuit, des progrès ont été accomplis partout. Empreinte carbone, réduction du poids, solidité, conservation de la fraîcheur, la recyclabilité également. Donc je vais justement passer la parole à Sylvain qui va parler de ses principaux atouts qu'on a mis en avant à travers d'une campagne digitale. Merci beaucoup Cyril. Et donc vous avez vu cette boisson Kroger et donc maintenant on va passer à la campagne que nous avons faite, que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc on a fait cette campagne sur les réseaux sociaux et elle a eu beaucoup de succès parce qu'il y a eu plus d'1 300 000 vues
sur cette campagne où nous avons justement mis en valeur les avantages de cet emballage. Donc, vous voyez, Recoucou dit que la canette peut retourner une fois qu'elle a été bue, achetée dans les linéaires, retourne 60 jours après dans une nouvelle canette. Donc, on a développé une dizaine d'affiches que vous voyez à l'écran. Et cette campagne sur les réseaux sociaux a bien touché notre cible favorite qui est celle des jeunes, où j'ai sélectionné quelques remarques où les jeunes disaient, voilà, elles sont trop pipou les canettes, c'est tip top, en plus je ne savais pas ça, ou ah oui, truc de dingue. Donc on se rend compte, et c'est aussi l'un des messages qu'on va vouloir passer aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'avantages environnementaux liés à cet emballage et qui sont méconnus. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette campagne, une campagne d'ailleurs qui a été déclinée dans plusieurs pays européens, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre notamment. Donc voilà, et on va très certainement reconduire cette campagne l'année prochaine. Ce que je voudrais maintenant vous présenter, c'est quelques résultats sur l'année 2020. Et tout d'abord, on a beaucoup de chance parce que notre emballage s'est très bien sorti de la problématique économique et sanitaire que nous avons vécue. Donc sur 2020, les ventes sont en croissance. Ici, vous avez sur le marché alimentaire, sur les 9 premiers mois de l'année, la part de marché de la canette est montée à 21,1% sur le marché des soft drinks. Et surtout, vous voyez une croissance volume et valeur importante et supérieure au marché. Sur la slide d'après, vous voyez que cette croissance a été tirée notamment par le marché des soft drinks, un marché sur lequel la boîte boisson a eu une croissance très supérieure au marché. Vous voyez, 5,4% en volume sur un marché à 1,4% en volume. Et donc, vous voyez pourquoi notre part de marché a progressé. Et ce n'est pas uniquement dû à l'année 2020 où on aurait pu penser qu'il y aurait des reports dus au hors domicile fermé dans le marché alimentaire. C'est une constante depuis plusieurs années. Une constante d'ailleurs liée notamment aux dynamiques d'un certain nombre de marchés dans les soft drinks et notamment les energy drinks où vous voyez qu'ici la croissance est une croissance à 2 chiffres. Un marché d'ailleurs qui est de plus en plus important et qui a augmenté en 2 ans de 30% en valeur pour atteindre 250 millions d'euros. Alors, il y a aussi un certain nombre d'opportunités sur le marché alimentaire, notamment quand vous regardez l'évolution, la part de marché de notre emballage dans les différents marchés, que ce soit nos marchés principaux, les soft drinks ou la bière. On a beaucoup parlé du développement de la proximité, du e-commerce, et vous voyez que pour les soft drinks, notre part de marché en e-commerce est supérieure à notre moyenne. Par contre, elle est inférieure en proximité et c'est complètement l'inverse pour le marché de la bière où la proximité est importante alors que le e-commerce est faible. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous partageons de manière à faire mieux référencer notre emballage sur les différents marchés. Alors, comme vous le savez, malheureusement, je dirais, la restauration hors domicile a beaucoup souffert en 2020. La boîte boisson a été relativement épargnée. Alors, même si la part de marché dans nos volumes du hors domicile est importante, puisqu'elle est supérieure à 20%, et que la boîte boisson est l'un des emballages les plus importants, on a un peu moins souffert, notamment parce que la boîte boisson est un emballage qu'on dit ambulatoire. Donc, on est moins vendu dans la restauration sur place, qui a plus souffert que la restauration à emporter. Alors, quelques mots sur notre présentation en France en termes industriels. Alors, il faut savoir qu'on vend en 2020 au-dessus de 4,8 milliards de canettes et qu'on va vendre à peu près en 2020 autant qu'en 2019. Donc, on n'aura pas souffert de la crise.
il faut là aussi, je tire mon chapeau à tous les directeurs d'usines, puisqu'on a 3 sites de fabrication en France, qui ont su dès le début mettre en place les gestes barrières qu'il faut, convaincre leurs salariés que l'industrie devait continuer à tourner, puisque l'industrie alimentaire a été très importante dans, on va dire, le moral des troupes, puisqu'on a dit qu'on était en guerre. Et donc, nos 1000 collaborateurs ont vraiment très, très bien travaillé et la demande a été là, puisque finalement, on va produire à peu près autant. Alors, quelques éléments à avoir en tête. Donc, on consomme en France 4,8 milliards de canettes. 80% de ces canettes sont fabriquées dans nos 3 usines françaises. Ces 3 usines françaises fabriquent à peu près 6 milliards de canettes par an, dont 30% sont exportées. Donc, on est à la fois une entreprise locale, puisque 80% sont fabriqués localement, et une entreprise exportatrice, puisque 30% sont exportés à travers toute l'Europe. Alors, maintenant, je pense qu'il est intéressant, c'est d'avoir une vision un peu plus large de notre emballage. Et pour vous montrer que si en France, on s'est bien comporté, on a une très bonne résilience, eh bien dans d'autres pays, ça a été aussi une très bonne année. Je ne devrais pas le dire par rapport à d'autres, mais ça a été une très bonne année. Si vous regardez le marché américain, ils vont battre des records à plus de 105 milliards de canettes vendues en 2020. En Europe, c'est à peu près 70 milliards de canettes qui seront vendues, une croissance de l'ordre de 1,5% ces dernières années. Alors, pourquoi on pense que cet emballage a encore de belles heures devant lui? Pour différentes raisons. D'abord, il y a le développement des livraisons de repas à domicile. Donc, avec le télétravail, on voit bien que cet emballage déambulatoire et léger s'y prête tout à fait. L'attrait pour des nouveautés gustatives, on va le voir, il y a beaucoup de nouveaux goûts qui apparaissent et l'emballage de la boîte boisson s'y prête fortement. La recherche d'emballage durable, donc de plus en plus de gens connaissent les atouts de notre emballage d'un point de vue environnemental, et puis des capacités d'innovation, on l'a vu depuis 85 ans. Alors, juste quelques images de nouveaux marchés qui pourraient être demain des marchés en fort développement en France. Donc, par exemple, le marché du café. Donc, il faut savoir que le café prêt à boire, c'est déjà 30 millions d'euros en France. C'est un marché 7 fois plus valorisé que celui des soft drinks. C'est 20 milliards de dollars dans le monde. Vous avez aussi les hard seltzer qui commencent à apparaître en France. C'est un marché de 3 milliards de dollars aux États-Unis où la boîte boisson est très fortement présente. Et puis, vous avez tous les marchés du bien-être, la kombucha. Vous avez ici une marque, la Beat Performer, qui capitalise sur la betterave. Donc ça, c'est la slide d'après. Donc il y a une inventivité formidable des start-upers, on va dire, sur le marché des boissons, où la boîte boisson, pour ses qualités environnementales, pour le fait que son impression à 360 degrés lui offre beaucoup de créativité pour la marque, offre de nombreux atouts. Alors, pour la France, on a dit qu'on consommait en gros 4,8 milliards de canettes par an. Nous, on pense que dans les 5 ans qui viennent, on peut augmenter d'1 milliard la consommation de canettes en France pour différentes raisons. Donc, on a réalisé une étude avec le cabinet conseil M2SM et on estime que les emballages boissons en France représentent 33 milliards d'unités, dont 19 milliards pour les bouteilles plastiques, soit 72% du total. La canette n'en représente en gros que 7%. Donc ici, on ne trouve pas les 4,8 milliards, on trouve 4,6 milliards parce qu'on parle de 2018. On pense que ce milliard de canettes est atteignable à travers l'apparition de nouvelles boissons pour 80 millions d'unités, à travers l'émergence dans des nouveaux marchés en devenir ou existants pour 230 millions, notamment le craft beer, les energy drinks, et puis surtout par la prise un peu de part de marché sur les bouteilles plastiques qui viendront très probablement à diminuer dans les années qui viennent. Alors, sur
la dernière slide de ma présentation, on pense que cette estimation réaliste, puisqu'on est lors d'une croissance de 1,5 à 2% par an en France, donc ça ne ferait que doubler cette croissance. Les conditions du succès, c'est bien sûr valoriser nos atouts environnementaux, d'où cette campagne que nous avons faite. Convaincre les industriels de la vertu de notre emballage, notamment ceux qui font l'eau en bouteille, offrir toujours plus de solutions aux industriels et puis stimuler les start-upers. Donc voilà pour la présentation en 2020 et j'aimerais passer la parole à Sandrine Ducarrois-Delessal pour qu'elle nous présente un certain nombre d'éléments issus de l'étude CSA que nous avons réalisée cette année. Bonjour à tous et ravi de vous avoir aujourd'hui sur cette conférence de presse un petit peu spéciale. Donc, à l'occasion des 85 ans de la canette, nous avons décidé de réaliser une étude sur la perception de la recyclabilité de la canette et des différents emballages boissons. Comprendre un petit peu quelles étaient les perceptions des Français vis-à-vis de ces différents emballages. Cette étude avait plusieurs objectifs. On voulait donc comprendre l'image des différents emballages par rapport au développement durable. On sait aujourd'hui que c'est une donnée extrêmement importante pour les consommateurs de comprendre les qualités d'un emballage lors du choix d'une boisson. On voulait comprendre quels étaient les critères qui étaient associés à ces différents emballages et savoir quels étaient les attributs associés à la canette plus précisément. Et notamment comprendre les attributs méconnus. On s'est rendu compte qu'ils étaient très méconnus de la canette, qu'il y a beaucoup d'avantages, d'atouts et qu'on pense qui tout à fait inscrit, un emballage tout à fait inscrit dans l'économie circulaire. On a également interrogé des consommateurs sur le logo recyclable à l'infini et je vais vous en dire un petit peu plus. Donc cette étude a été menée tout début 2020, en mars 2020, donc juste avant le confinement. Ça n'a pas d'impact sur l'étude, mais c'est juste pour vous donner le timing de l'étude. Alors la première question qu'on a posée, ou en tout cas un certain nombre de questions, mais une des questions importantes qu'on a posées aux Français, c'est de savoir, selon vous, les critères qui font qu'un emballage est respectueux pour l'environnement, quels sont ces critères? Donc on a posé un certain nombre d'items aux Français interrogés, et les items qui ont été reconnus comme les plus importants étaient que l'emballage soit recyclable à l'infini. Donc cette donnée est importante pour les Français. Qu'il soit aussi recyclable à 100% sans perte de qualité. Voilà, il y a aussi d'autres éléments qui sont apparus, mais ces deux éléments-là sont apparus comme les plus importants aux yeux des consommateurs. Donc, voilà quels sont les critères d'un emballage vert pour les Français. Des critères qui sont tout à fait reconnus et qui sont tout à fait importants pour la canette, puisque c'est un emballage en métal, aluminium ou acier, et donc recyclable à l'infini, sans perte de qualité. Alors, la canette a de nombreux atouts environnementaux que nous souhaitons mieux faire connaître. Et qu'il faut également que nos clients fassent connaître à leurs consommateurs. Donc c'est peut-être un message aussi que j'aurais à faire passer à certains des personnes qui peuvent être dans cette conférence de presse parmi nos clients. Ces messages-là doivent être mieux connus. En effet, quand on regarde certains éléments, on se rend compte que 61% des Français reconnaissent que la canette est facile à trier. C'est un bon score, mais c'est un score qui a encore des marges de progrès. On peut faire mieux. Les Français savent que la canette, on doit la mettre dans la poubelle de recyclage. Donc cette canette à la maison va être triée et ensuite recyclée. Seulement, quand on leur posait la question, est-ce que la canette est facile à recycler et est-ce qu'il existe en France des filières de recyclage, les Français ne savent plus très bien quoi répondre et en tout cas, seulement 40% reconnaissent que oui, la canette est facile à recycler. Donc là, on se rend compte qu'il y a encore des marges de progression pour mieux expliquer, mieux éduquer le consommateur sur le recyclage des emballages métalliques. Alors, 58% reconnaissent que la canette s'est affinée et que son poids a baissé ces dernières années. C'est un vrai point. En effet, toute l'industrie a travaillé à l'allègement des canettes sur ces dernières années. Et c'est un point important parce qu'on verra que ça a eu un impact sur l'empreinte carbone aussi de cet emballage. 32% seulement des Français, cependant, savent que le recyclage va permettre d'économiser moins d'énergie.
En effet, lorsqu'on recycle une canette, de manière, donc une canette ou de métal recyclé, du moins métal recyclé pour faire une canette ou de l'aluminium ou de l'acier pour canette, on va utiliser seulement 5% de l'énergie qu'il fallait pour partir de la matière première jusqu'à une canette. Donc il y a un vrai gain d'énergie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un emballage métallique, une canette en l'occurrence, n'est pas un déchet réellement quand on la met dans la poubelle, mais bien une ressource. Donc c'est ça qu'il faut expliquer à nos consommateurs, c'est qu'ils vont mettre dans la poubelle quelque chose qui ensuite va pouvoir revenir dans la chaîne. Et donc c'est là qu'on voit bien que la canette est réellement inscrite dans l'économie circulaire, sujet dont on a beaucoup parlé, je sais, dans la conférence de presse de l'année dernière, qui était en plein dans les discussions sur la loi AGEC. Donc voilà, c'est pour vous réexpliquer cette importance de la recyclabilité de la canette. Donc d'autres qualités environnementales sont encore assez méconnues. Le recyclable à l'infini, ce n'est pas quelque chose qui est encore très connu, c'est quelque chose que nous, on continue à promouvoir pour que nos consommateurs comprennent bien la recyclabilité à l'infini du métal et sans perte de qualité. Point très important par rapport au métal. Donc, lorsque l'on expose les Français à tous ces atouts environnementaux, est-ce que leur opinion, ou en tout cas, est-ce qu'ils comprennent mieux les atouts de la canette? Bien oui. On se rend compte, après donc, exposition et en tout cas explication, éducation des consommateurs à ces atouts environnementaux, la plupart ont tout d'abord une meilleure image de la canette, donc la perception augmente pour 74% d'entre eux, et l'intention d'achat augmente également pour 65% d'entre eux. Donc on se rend compte que à travers une meilleure éducation au geste de tri, à la compréhension de ce que c'est que l'emballage métallique et sa recyclabilité à l'infini, tout ceci va avoir un impact positif sur la perception, l'image de la canette et au final l'intention d'achat également de cet emballage. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais ensuite vous parler du logo métal recyclable à l'infini, qui a été adopté qui a d'abord été lancé par le groupement Metal Packaging Europe, auquel le GIE La Boîte Boisson est associé. Ce logo a été développé il y a 3 ans maintenant et est présent sur le marché français sur 20% des canettes. Un certain nombre de nos clients et distributeurs ont décidé d'apposer ce logo sur leurs canettes et je les en remercie chaleureusement. Et 90% des Français, parce que 90% des Français, estiment que ce logo rassure sur le fait que cet emballage soit recyclable. Comme on l'a vu, la recyclabilité est un point extrêmement important dans le choix aujourd'hui d'un emballage pour boisson. Donc ce logo va en effet permettre aux Français de mieux comprendre la recyclabilité de l'emballage. Donc un point très important. Et 76% d'entre eux, lorsqu'on les a interrogés également sur ce logo, estiment que sa présence va les influencer favorablement dans leur achat. Donc je ne peux que demander à tous nos clients de bien utiliser ce logo le plus possible. Dernier point sur lequel je voulais insister, aujourd'hui, 7 canettes sur 10 en France sont recyclées. Donc on l'a dit, les Français, le geste de tri est bien ancré chez les consommateurs français, au domicile. Dans nos centres de tri, les canettes ont l'avantage d'être faciles et économiques à extraire du flux des déchets ménagers, et qu'elles soient en acier ou en aluminium, la canette qui est collectée et triée sera recyclée. Un point important, comme vous le savez, pour l'aluminium, nous sommes associés également avec le CELA, le Club des emballages légers en France, et nous participons également à l'attribution, ou en tout cas à des fonds qui permettent d'installer des courants de Foucault dans les centres de tri. Donc ça, c'est un point important, parce que pour récupérer l'aluminium, on doit avoir des centres de tri équipés, modernes, qui permettent de récupérer l'ensemble de nos emballages. Donc 7 sur 10, on a des marges de progrès. Donc à travers à la fois cette chaîne
de tri, recyclage des emballages, aussi sur la collecte dans le hors domicile. Aujourd'hui, alors cette année, c'est vrai qu'on en a parlé, ça a été une année un petit peu difficile sur le plan de la consommation hors domicile, mais ça reste un point sur lequel nous devons nous améliorer pour qu'il y ait une meilleure collecte des emballages boissons dans le hors domicile, dans la rue, dans les lieux de transport, etc., de façon à mieux collecter ces emballages hors foyer. Et un des autres axes d'amélioration, on va le voir avec Moustapha, c'est de s'assurer que l'ensemble ce taux de collecte, en tout cas, est bien représentatif de l'ensemble des collectes en France. Voilà. Moustapha va vous en parler de manière plus précise dans les points suivants. Merci Sandrine. Donc, Moustapha, je vais te donner la parole dans 2 secondes. Je ne sais pas si on peut voir là, peut-être, je ne sais pas si on peut faire un zoom. C'est juste pour vous montrer ici sur une canette comment le logo s'affiche. Bon, on me dit que ça ne sera pas visible à l'écran, donc je vous engage à regarder ce logo placé sur d'autres emballages dans les rayons lorsque vous consommerez. Donc, Moustapha, je te laisse la parole pour nous parler d'une étude tout à fait intéressante que nous avons réalisée avec Indigo. Bonjour à toutes et tous, et merci au GIE de me donner l'occasion de vous présenter cette étude et aussi de vous parler de France Aluminium Recyclage, qui est la filière de recyclage des emballages en aluminium issus des centres de tri. Donc, pour commencer, je voudrais commenter le premier slide. Donc, sur ce slide, vous voyez que le taux de recyclage des canettes en aluminium est passé de 59 à 66% entre 2017 et 2018. Donc, on a une très belle progression et comme Sandrine l'a déjà dit, je n'ai pas besoin de le répéter, c'est grâce à beaucoup d'actions qui sont menées avec les collectivités, avec Citeo, et des actions qui concernent en particulier l'extension des consignes de tri à tous les emballages. Donc, on facilite le geste de tri du citoyen qui met son emballage, d'ailleurs que ce soit de la canette ou d'autres emballages, dans le sac jaune, et tout ça, c'est trié dans les centres de tri. Donc, les centres de tri qui bénéficient actuellement d'une amélioration notable des investissements. Donc, on investit maintenant dans des grands centres de tri qui sont équipés de 2 machines à courant de Foucault qui permettent d'extraire tous les emballages en aluminium et en particulier la canette. Et comme l'a dit Sandrine, effectivement, la canette, c'est un emballage qu'on arrive à trier très, très facilement. Donc, il y a des actions qui sont aussi soutenues par le CELA. Sandrine en a parlé. Des actions avec chaque canette compte, mais je laisserai le soin à Lucien de vous en parler par la suite. Donc, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'étude qui a été menée, c'est une étude qui est venue en fait d'une réflexion que j'avais eue avec les membres du GIE et en particulier avec Sylvain, où je lui disais, OK, on arrive à recycler 2 canettes sur 3, mais moi je pense qu'il doit y avoir quand même des flux de canettes qui arrivent, qui sont effectivement recyclées, mais qu'on n'arrive pas à comptabiliser. Et cette réflexion m'est venue parce que je pense que tous les gens qui habitent un petit peu en dehors de la ville, ils doivent aller à la déchetterie toutes les semaines pour se débarrasser des déchets verts, etc. Et à chaque fois que je jette un coup d'œil dans la benne métal, ben, je vois beaucoup de canettes, et parmi d'autres emballages, mais surtout beaucoup de canettes. Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des flux de canettes qui finissent dans des circuits de recyclage, mais qui ne sont pas comptabilisés? Donc, on a lancé une étude avec la société Indigo, qui est une société qui travaille beaucoup avec les collectivités, avec Citeo, avec l'ADEME, sur certains sujets de recyclage. Et on a donc démarré une étude locale qui a été menée entre octobre et décembre 2019. Mais avant d'entrer dans le détail de l'étude, je voudrais passer à la slide suivante. Donc, globalement, que deviennent les canettes après usage? Bon, une fois la canette consommée, nous, ce qu'on demande et ce qu'on promeut comme je dirais, trajectoire de recyclage, c'est que les citoyens la mettent dans la poubelle jaune. Parce qu'on sait qu'une fois elle est dans la poubelle jaune, elle va passer par un centre de tri, elle sera séparée des autres emballages et elle va suivre une filière de recyclage classique.
Malheureusement, tout le monde ne nous écoute pas, donc il y a des canettes qui finissent quand même dans la poubelle résiduelle, dans les poubelles de rue, et on sait que la grande majorité de ces canettes qui finissent dans ces poubelles vont passer par un circuit d'incinération pour des ordures ménagères. Mais comme Sandrine l'a dit avant, que ce soit d'ailleurs de l'aluminium ou de l'acier, ce sont des matériaux permanents, donc on les retrouve dans les mâches-fer, pour simplifier, c'est un peu les cendres de ces installations, et on arrive à les extraire avec des aimants pour l'acier et puis des machines à courant de Foucault pour l'aluminium. Mais il y a aussi ce flux dont je vous ai parlé, qui se retrouve dans les bennes métalliques, qu'il se soit surtout dans les déchetteries, parce que ça, on l'avait bien identifié. Mais il y avait aussi un autre flux auquel on n'avait pas pensé au départ. Et après discussion avec Indigo, on s'est dit, on va focaliser sur un flux autre qui est celui des entreprises. Donc, si on passe à la slide suivante, notre étude s'est focalisée sur la région Grand Est, parce que moi, j'habite la région Grand Est, la personne avec qui j'ai travaillé habite aussi la région Grand Est. Et donc, on s'est focalisé sur des entreprises. Donc, on a fait une extraction de toutes les entreprises de la région Grand Est, mais on a sélectionné uniquement les grandes entreprises au-delà de 10 personnes et aussi des entreprises qui sont dans des industries extractives, des industries manufacturières et des industries qui gèrent des flux métalliques. Donc, on a fait 8 visites à des entreprises au niveau de la Moselle. On a aussi contacté 44 déchetteries et on a visité 8 d'entre elles pour vraiment vérifier qu'on a des canettes qu'on trouve dans ces bennes métal. Ensuite, on a aussi discuté avec des ferrailleurs locaux et on a contacté 6 communautés de communes pour discuter de la problématique, 3 syndicats de traitement. Et donc, quand on passe à la slide suivante, ce dont on s'est aperçu, c'est que, en fait, au niveau des entreprises, 83% de ces entreprises qu'on a ciblées possèdent une benne ferraille, donc elles l'ont. Et aussi, ces entreprises disposent aussi d'un distributeur de boissons. Donc, en fait, les opérateurs se servent au niveau de ces distributeurs. Et les entreprises qu'on a visitées ou avec qui on a discuté du devenir des canettes nous ont assuré qu'une grande partie de ces canettes finissent dans la benne métal parce que les gens trouvent que c'est normal, la canette étant en métal, de la mettre dans la benne métal parce qu'elle va suivre un circuit de recyclage. Effectivement, elle suit le circuit de recyclage, sauf que 38% de ces canettes qui sont effectivement recyclées, elles ne sont pas tracées. On ne sait pas les données physiques, c'est-à-dire les tonnes qui sont effectivement recyclées, ne sont pas rapportées et donc n'entrent pas dans le taux de recyclage des canettes. Donc, quand on a analysé ce sujet, on a bien trouvé qu'on avait des trous dans la raquette. Et en fait, ces trous dans la raquette, ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire que globalement, ces trous dans la raquette représentent à peu près 25% des tonnages d'aluminium qui sont récupérés au niveau d'une collecte sélective. Et on va revenir sur cette donnée à la fin de l'exposé. Alors, sans entrer dans les détails des calculs, je vous demande, comme on n'a pas le temps, je vous demande de me faire confiance là-dessus. On a en fait évalué le gisement en se basant donc sur des données concrètes, c'est-à-dire les gens qui mettent en place les distributeurs de canettes nous ont donné des données. Donc, on a pu calculer le nombre de canettes consommées par opérateur et par an. Et quand on a fait ce calcul, on est arrivé à quelque chose qui doit se situer entre 18 et 44 tonnes. Donc, vraiment, il y a une fourchette très large qui demande d'ailleurs à être affinée. Mais on a entre 18 et 44 tonnes au niveau du département de la Moselle de canettes en aluminium qui sont effectivement collectées et recyclées, mais qui ne sont pas rapportées. Et quand on rapporte ça à l'échelle d'une ville comme Forbach, ces tonnages se situent entre 2 et 6 tonnes par an de canettes en aluminium. Au niveau de la collecte sélective de l'aluminium du département de la Moselle, il y a chaque année 145 tonnes qui sortent des centres de tri. Et d'après des analyses que nous avons faites au niveau de France Aluminium Recyclage, on sait que
ces balles d'aluminium sont composées entre 50 à 70% de canettes. Donc, je reviens à ce que disait Sandrine dans son exposé. Effectivement, la canette, c'est l'emballage qui se sépare le mieux au niveau des centres de tri, et c'est pour ça que les balles d'emballage sont constituées majoritairement de canettes. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne les entreprises. Et concernant les déchetteries, donc au niveau des 44 déchetteries dont je vous ai parlé, quand on les a contactées ou visitées, on s'est aperçu que 2/3 d'entre elles disposent de ce qu'on appelle le point d'apport volontaire, c'est-à-dire un point d'apport volontaire comme celui qu'on trouve au niveau de son quartier, mais il y a 1/3 de ces déchetteries qui ne sont pas équipées de ce point d'apport volontaire. Et donc, les déchetteries où il n'y a pas de point d'apport volontaire, les citoyens ont l'habitude, quand ils arrivent avec leurs emballages, tout ce qui est métallique, que ce soit de la canette ou d'autres emballages métalliques, ils les mettent tous dans la benne métal. Par contre, dans les déchetteries qui disposent d'un point d'apport volontaire, majoritairement, les emballages sont mis au niveau du point d'apport volontaire, mais à titre personnel, moi je l'ai vécu avec un ami qui arrive, qui sépare bien ses déchets et qui vient et qui allait quasiment les mettre au niveau de la benne métal jusqu'au moment où je lui ai dit, écoute, il ne faut surtout pas le faire parce que tu es en train de me massacrer mon taux de recyclage. Donc, il y a encore un travail qui doit être fait avec aussi les déchetteries pour que les gens mettent leurs déchets d'emballage au niveau du point d'apport volontaire. Et en fait, quand on a estimé les quantités qui finissent dans la benne métal au niveau des déchetteries, mais qui ne sont pas donc comptabilisées, mais qui sont effectivement recyclées, on arrive à peu près 800 kilos au niveau d'un département comme la Moselle. Alors, on arrive pratiquement à la fin de mon exposé. Donc là, on va arriver à une évaluation quantitative de ce qui se passe. Donc, comme je vous ai dit, au niveau de la collecte sélective, on s'est basé pour notre calcul sur une approche conservatrice, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'au niveau des tonnes collectées au niveau du département de la Moselle, qui sont 145 tonnes, la moitié de ces tonnes, ce sont des canettes. Donc, les canettes vont constituer 72 tonnes. L'estimation des canettes qui seraient issues des bennes d'entreprise, donc on a quand même pris aussi une valeur très conservatrice, ça se situe à 18 tonnes. Comme je l'ai dit avant, on a considéré qu'on a à peu près 800 kilos qui viennent des déchetteries. Et on voit que le total de ces tonnes qui sont effectivement collectées, recyclées et qui ne sont pas rapportées, c'est 18,8 tonnes sur 72,6 tonnes qui sont issues de la collecte sélective. Ceci représente donc 26% des tonnes de canettes qui sont recyclées mais non rapportées. Maintenant, quand on veut faire le calcul du taux de recyclage des canettes en aluminium, on a évidemment cette composante qui sont les canettes issues de la collecte sélective, mais on a une deuxième composante qui sont les mâches-fer dont j'ai parlé au début de ma présentation. Et quand on fait le calcul, étant donné que les mâches-fer représentent 58% du tonnage, on arrive à une augmentation de ce taux de recyclage de 11%. Donc le taux de recyclage que je vous ai présenté en début de ma présentation de 66%, il passerait quasiment à 74%. Et ceci veut dire qu'on n'a pas deux canettes sur 3 qui sont recyclées en aluminium, mais on est plutôt à 3 canettes sur 4 qui le sont. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Cette étude qui nous a ouvert les yeux sur ces flux de matières qui sont de canettes qui sont effectivement collectées, recyclées, mais pas comptabilisées, on veut étendre cette étude à l'échelle nationale. Donc, on va choisir d'autres régions. On va essayer d'affiner nos calculs encore plus que ce qu'on a fait pendant cette petite étude de 3 mois. Cette étude a été présentée à l'ADEME, qui l'a trouvée pertinente, et en particulier pour la partie entreprise, parce qu'ils étaient effectivement au courant qu'il y a quand même des canettes qui passent par les déchetteries et qui ne sont pas comptabilisées, mais la partie entreprise les a, entre guillemets, un petit peu surprises, et ils veulent qu'on fasse ce travail de façon un peu plus élargie au niveau national. Et donc, nous allons réaliser une étude en 2021 pour laquelle nous espérons
qu'on aura un soutien de l'ADEME pour avoir une évaluation beaucoup plus précise et beaucoup plus étendue au niveau national. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lucien qui va vous parler d'une des composantes aussi qui permet d'avoir des tonnes de canettes qui sont collectées, mais cette fois-ci qui sont comptabilisées, c'est le programme Chaque canette compte. Merci beaucoup, Mostafa, pour ces explications très enrichissantes. Lucien, donc, vous allez nous parler du programme Chaque canette compte, en collaboration par la suite avec David pour le même programme, mais au niveau européen. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, Chaque canette compte fête, lui, ses 10 ans. Donc je vais revenir sur 10 ans de montée en puissance. Alors, quelques dates clés, hein, comme tout bon anniversaire. En 2010, le lancement du programme Chaque canette compte en France, juste après l'Angleterre. On a été présent sur beaucoup d'événements. Comme vous le savez, on va y revenir par la suite. 2014, une date clé, parce que cette expertise que l'on a eue depuis tout ce début du programme nous a permis d'avoir un partenariat inédit avec Citeo. 2015, nous avons créé le concept, peut-on dire, des samplings responsables, notamment à l'initiative de Coca-Cola avec nous. Une généralisation de ces activations auprès des marques dans les années suivantes. Et aujourd'hui, un chiffre un peu emblématique, moderne et actuel, 105 000 followers sur Facebook en Europe pour les Every Can Count. Il faut quand même rappeler qu'on est un programme qui parle que de canettes, de recyclage. L'Instagram français culmine, lui, déjà, après quelques années seulement, à 5 000 abonnés. Alors, 10 ans de montée en puissance, quelques chiffres pour rappeler un petit peu nos missions et nos lettres de noblesse, si on peut dire. Il y a 2 piliers en fait pour le programme Chaque canette compte. Je rappelle, on se focalise vraiment sur la promotion du recyclage de nos emballages dans le hors-foyer avec Chaque canette compte. Première partie du hors-foyer, le hors-foyer qu'on peut appeler captif. Tout ce qui se passe sur le lieu de travail, dans les écoles, dans les bureaux. Dès le début, en fait, on a voulu travailler avec l'économie sociale et solidaire et le grand réseau qu'on a en France, notamment d'associations caritatives, mais aussi de chantiers d'insertion, de jeunes start-upers qui se lançaient déjà dans la collecte, dans le recyclage. Et aujourd'hui, on a près d'une 50aine de partenaires au local qui sont en fait, avec qui on collabore. On leur donne nos box notamment. Et tous ces partenaires aujourd'hui ont mis en place, grâce à nos box ou grâce à d'autres systèmes, les box gratuites que vous voyez que vous verrez sans doute sur les vidéos par la suite, ont permis de mettre en place le tri sur près de 7000 sites des écoles, des entreprises, des bureaux, des usines, et donc de faire des collectes là pérennes annuellement. Toutes ces collectes-là nous ont quand même permis de faire passer par nos box justement près de 87 millions de canettes. Alors, vous avez vu tout à l'heure des chiffres assez monumentaux sur la production de canettes. Là, on parle bien encore une fois du prisme du hors-foyer. 87 millions de canettes, c'est pas rien, ça fait quelques points de recyclage en plus chaque année dans cette dynamique du hors-foyer. Alors, le second pilier de notre travail, et vous allez voir à l'écran défiler de belles images d'événementiels, c'est justement donc les événements quand on parle de hors-foyer. Et le programme a été présent en 10 ans sur plus de 900 grands événements, mais pas que. Alors, il y a les 24 heures du Mans, il y a eu l'Euro 2016, la braderie de Lille, la Foire de Paris, et j'en passe. Mais c'est aussi dans ces 900 événements, des événements locaux, encore une fois grâce à nos partenaires en région, qui ont mis en place les collectes avec nos box sur des kermesses, dans des fêtes locales, etc. Et l'expression Chaque canette compte prend ici tout son sens. On sait également qu'on a pu toucher en 10 ans près de 22 millions de Français qui ont soit une box dans leur bureau, soit nous ont vu collecter des canettes avec nos bénévoles sur des événements, ont pu participer à une animation Chaque canette compte, ou encore ont croisé un de nos concours sur les réseaux sociaux. Et enfin, le travail avec les marques, que vous voyez effectivement à l'écran actuellement. Nous avons pu développer le sampling responsable, tous ces échantillonnages de boîtes boissons avec les petits formats 15 centilitres. Depuis 6 ans maintenant, avec Coca-Cola, nous sommes présents sur la plupart de leurs grands événements et nous collectons tous les échantillons pour que les marques justement montrent l'exemple sur leur propre événement. Il faut savoir qu'en moyenne, on collecte 9 canettes sur 10 sur ce genre d'activation. C'est assez énorme quand on sait la difficulté que représente la collecte et le recyclage en hors-foyer sur des événements. Et par la suite, on travaille maintenant avec les plus grandes marques comme 7-Up, Pepsi, Red Bull, avec qui nous travaillons aussi à la mise en place du tri sur leur événement, et plusieurs tonnes d'emballages sont également collectées par nos soins à côté d'eux sur leur tournée des plages ou d'autres événements.
Alors, je reviens sur l'année 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiffre tout frais là, qui vient de sortir et d'être validé par Citeo. Il s'agit des tonnages justement de nos partenaires. Alors, il faut savoir que depuis 2014, avec Citeo, nous sommes en mesure de proposer un soutien à la tonne, exactement comme celui des collectivités, hein, pour nos petits acteurs. Je rappelle que ce sont parfois des associations caritatives, hein, et on ne le dit pas assez, mais ces associations caritatives, grâce au tri des canettes en hors foyer, ont pu financer des dizaines d'œuvres caritatives comme des chiens guides. Tous les ans, il y a des chiens guides qui sont financés grâce au recyclage des canettes, notamment en Moselle et à Nancy, des matériels pour des enfants atteints de handicap, etc. Et ces petites entités arrivent à faire valider leur petit tonnage collecté en hors foyer, comme le font les collectivités, ce qui prouve justement le sérieux de cette filière. Et sur les 6000 tonnes à peu près d'emballage, tout confondu, hein, que nos partenaires ont collecté depuis 6 ans, il y en a près de 4000 qui ont été comme ça soutenus par Citeo. Et en 2019, c'est un record, 900 tonnes ont pu être soutenues, ce qui représente quand même un bond de 43% par rapport à 2018. C'est assez conséquent. Alors 2020, je ne vous rappelle pas ce qui se passe en ce moment cette année, malheureusement. On a dû s'adapter à la situation de la crise sanitaire. On a beaucoup parlé d'événementiel, on en a été un peu privé cette année. En 2019, déjà sur les réseaux sociaux, on avait beaucoup renforcé notre présence pour justement aller toucher aussi les jeunes qui n'étaient pas sur les événements avec nous. Et on avait cumulé près de 2 millions de viewers sur nos plateformes Facebook, Instagram, Twitter. Et cette année, tous les mois, on faisait des concours. Sylvain en a parlé tout à l'heure. On a diffusé la campagne des 85 ans. On a fait des sondages pour savoir un petit peu ce que le public plus jeune pensait justement de l'emballage. Des Q&A aussi, savoir ce qu'ils connaissaient sur le tri. Tout ça a été très enrichissant et c'est passé en beaucoup de bonne humeur. Et on a cumulé aujourd'hui près de 5 millions de viewers. Donc on a fait plus du double d'audience que l'année dernière sur cette plateforme. Alors, on va vous montrer maintenant des images à nouveau ensoleillées du Tour de France, parce que dès que cela a été possible, on a pu retourner évidemment sur le terrain. Et c'est vrai que, bon, alors le Tour de France, quand on fait un peu le bilan cette année 2020, finalement, ça a été le seul grand événement international sur le territoire qui est passé entre les gouttes, devrais-je dire plutôt entre les postillons du Covid. Et le Tour de France a pu avoir lieu. Et on était fiers de quand même porter la voix du recyclage et d'être présent sur ce grand événement, sur les fan parks à Nice et à Châtelaillon, dans l'ambiance qu'on a connue, hein, pour continuer à sensibiliser le public, à faire des activations recyclage avec le Pixel Can que vous voyez à l'écran. Ça s'est super bien passé. Le public était content justement aussi de parler de recyclage et pas simplement de la crise sanitaire qui sévissait. Et pour nous, c'est très important de ne pas lâcher les messages, même en ces temps plus compliqués. Alors, 2021, évidemment, on va malheureusement devoir encore parler du Covid très certainement. Et en fait, il nous tient à cœur justement de prévoir un petit peu les choses et de faire, si on peut se permettre l'expression, des actions terrain compatibles Covid. Bien évidemment, dès que cela sera possible, on continuera d'accompagner les marques comme on l'a vu sur leur échantillonnage dès que cela reprendra, si les festivals reprennent ou si d'autres événements reprennent, le Tour de France évidemment. Mais on a d'ores et déjà de grands projets pour l'été, comme par exemple une tournée des plages CCC. On ferait notre propre Tour de France en fait. On irait sillonner les plages avec nos équipes pour faire un défi de collecte et sensibiliser justement les vacanciers qui seront présents cet été. On créera également un concours Pixel Can digital suite au succès sur nos plateformes sociales. Proposer aux gens derrière leur écran de créer leur propre visuel, leur fresque et faire un vote, un grand concours. Et le Pixel Can gagnant pourra être réalisé en vrai. Donc voilà un petit peu ce qu'on prévoit pour la suite. Et je vais laisser la parole maintenant à David qui va aussi vous rendre compte des avancées des programmes Every Can Count, mais cette fois-ci au niveau européen. David, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation également. Et voilà, je pense que Lucien a donné un très bon aperçu des activités que chaque Canette Compte mène en France. Je voulais donner une vue un peu plus globale du programme en Europe avec quelques slides. Je ne vous embêterai pas trop avec les chiffres, même s'il y en a quelques-uns dans ma présentation. Rappeler simplement un peu la mission qui est assez simple de Every Can Counts, c'est d'inspirer les consommateurs, les festivals et les marques à recycler leurs canettes.
Voilà, on peut peut-être passer au slide suivant. Notre objectif est simple, donc inciter et encourager tous les acteurs à trier et à recycler les canettes partout et tout le temps. On a cité le hors-foyer, évidemment, sur lequel nous nous concentrons, puisque en moyenne, une canette sur 3 est consommée hors foyer, et c'est souvent dans ces conditions que nous perdons les canettes, puisque les poubelles de tri ou les poubelles sélectives ne sont pas présentes en général dans les espaces publics, ou trop peu ou très peu. Voilà, je vais passer au slide suivant. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur les canettes? Parce que toutes les canettes comptent. Hein. Nous avons pour vision de recycler 100% des canettes en Europe. Attention, c'est bien notre vision et pas notre objectif, puisque nous travaillons avec les collectivités, les points verts comme Citeo, et d'autres associations ou organisations de traitement des déchets qui nous appuient et nous aident évidemment. Notre programme est maintenant présent dans 19 pays européens. Il y a 12 managers comme Lucien qui sont répartis en Europe. Et le programme a fêté l'année dernière, d'ailleurs, ses 10 ans. Et chaque année de compte était donc l'un des tout premiers programmes à rejoindre le réseau Every Can Counts. Alors voilà une petite carte qui vous montre en vert clair notre présence qui est gérée par, en général, un pays voisin. Par exemple, pour le Portugal, eh bien, c'est le manager ou le programme espagnol qui gère la partie Portugal. Même chose pour les Pays-Bas qui est géré depuis la Belgique pour l'instant, et pour les Balkans également depuis la Serbie. Alors voilà, nous montrons l'exemple évidemment, et nous attendons évidemment nos participants, nos followers, de faire le même geste et d'inviter évidemment les organisateurs de festivals, les grandes marques et les événements sportifs et d'autres à mettre en place des systèmes de tri et de collecte en hors foyer, en particulier sur les grands événements, évidemment, et sur les grands lieux de consommation de canettes. Alors, on le fait évidemment à notre manière. Le programme vise en particulier, évidemment, une cible jeune. Donc, on le fait avec humour. On le fait aussi avec des innovations, de nouvelles idées. On essaie d'inclure tout le monde. Et on essaie aussi de surprendre un maximum nos followers et les citoyens, les consommateurs. Alors, je voulais rapidement passer sur quelques activités qui ont quand même eu lieu cette année avec pas mal de succès. Je pense notamment à l'arc-en-ciel que vous voyez en ce moment, qui était installé sur le front de mer à Brighton, en Angleterre, qui est constitué de 2000 canettes recyclées et peintes. L'installation est restée pendant plusieurs semaines sur le front de mer et il faisait suite notamment à une augmentation énorme des déchets sauvages sur la plage de Brighton. Donc, le programme anglais a décidé de faire cette installation pour non seulement remercier les travailleurs et les collecteurs de déchets, mais également sensibiliser le public aux déchets sauvages et au fait évidemment que la canette est recyclable à l'infini. Une très grosse campagne qui a fonctionné vraiment très très bien puisqu'elle s'adaptait parfaitement à la situation Covid. Il y avait une équipe, comme vous le voyez, avec des sacs à dos de collecte qui était autour de la structure, qui sensibilisait les citoyens et les consommateurs au tri et au recyclage. Il y avait également évidemment une campagne sur les réseaux sociaux, des communiqués de presse, des affiches dans la ville. Donc un impact et je dirais une campagne à 360 degrés vraiment très complète et couronnée d'un gros succès. Alors je passe à l'activité suivante. C'est un autre exemple de ce qu'on peut encore faire sous le Covid. On est à Bruxelles ici pour la semaine de la mobilité, où une petite équipe a sillonné les rues du centre-ville pour sensibiliser les citoyens au tri des canettes.
On voit aussi qu'on ne fait pas que passer le message, mais qu'on est vraiment sur le terrain et nous sommes les mains dans le cambouis, je dirais. Et voilà, il faut vraiment montrer l'exemple et faire passer nos messages. Alors peut-être encore un exemple qui nous vient de Belgrade, en Serbie, où cette innovation que vous voyez sur la gauche de votre écran, le Burning Cube ou le Vulcain, est une installation qui permet de recycler et de refondre des canettes en live pour des événements. Les canettes sont ensuite refondues, comme vous le voyez. Il y avait tout un show en ligne, puisque en raison du Covid, on n'a pas pu avoir cet événement en live. C'était quand même très, très fort suivi en association avec le festival Exit. Le message était clair, je pense. Il y a un lien direct avec un objet iconique ici, en l'occurrence la culture Vincha, qui était une des premières cultures européennes à recycler et à refondre les métaux. Donc les canettes sont refondues directement dans un très bel objet. Toujours à Belgrade, pour la semaine de la mobilité, on voit ici un très beau tricycle qui a été fabriqué pour notre programme et qui permet aux passants de déposer leurs canettes dans cette très belle installation. Alors, je ne vous représente pas le Pixel Can, évidemment, qui est une idée et un concept qui fonctionne très bien et un peu partout en Europe, dans de nombreux pays. Ici, de nouveau, sur le Tour de France avec Raymond Poulidor. Alors, ici, on est à la Pride Parade à Prague, où on a construit un très beau chœur avec Sprite, notamment en partenariat avec le programme local et la Pride Parade pour recycler un maximum de canettes également. On voulait revenir vraiment très brièvement sur une grande étude que nous avons menée dans 14 pays européens dans lesquels notre programme est présent pour essayer d'identifier les profils et les profils psychologiques et les comportements vis-à-vis du recyclage en Europe. Alors, on voit ici, j'ai entouré d'un cercle rouge la France, c'est la barre verte foncée tout à gauche de chacun des graphiques, hein, qui montre que seulement 61% des Français pensent que le recyclage est une obligation pour tous les citoyens et les consommateurs. 67% pensent qu'il est urgent de s'adresser au recyclage. Et 57% des Français seulement pensent que quand il s'agit du recyclage, ils aimeraient en faire un petit peu plus. Je passe au slide suivant avec les habitudes de recyclage. De nouveau, un petit focus sur la France, hein, où on voit que seulement 63% des Français recyclent leurs canettes tout le temps. Hein, ce chiffre tombe à 16% si on parle de souvent et à 9% si on dit parfois. Donc, je pense ici aussi qu'il y a une grosse marge d'amélioration possible, non seulement au niveau de l'image de la canette, mais aussi de ses propriétés physiques et de sa facilité de recyclage. Quand il s'agit des emballages de boissons à domicile, donc pas seulement les canettes, seulement 72% des Français affirment toujours trier leurs canettes à la maison. On voit évidemment que quand on passe au hors foyer, eh bien ce chiffre tombe à 26%. Ce n'est pas étonnant puisque de nombreuses poubelles sont manquantes, le tri est absent de la plupart des espaces publics et je pense que notre programme en Europe essaie de pousser un maximum les autorités locales à augmenter ce nombre de poubelles de tri. Alors, ici aussi, très brièvement, les raisons pour lesquelles les gens ne recyclent pas en général, eh bien, la première raison, dans tous les pays européens confondus, eh bien, c'est qu'il n'y a pas assez de poubelles de tri et de recyclage quand les gens se déplacent en dehors de leur domicile. Donc, voilà, je pense que on a fait la boucle et on a démontré, évidemment, toute la valeur et
de notre programme. Je voulais terminer avec une petite vidéo promotionnelle que nous avons faite cette année. Elle dure un peu moins d'une minute ou à peine plus. Voilà, merci beaucoup. Et on peut lancer la vidéo peut-être. Merci David pour ce panorama européen du programme Chaque année compte, Every Can Count. Cyril, je te laisse la main pour conclure rapidement. Merci Sylvain. Aux questions. Merci Sylvain. Merci à tous les intervenants. Je ne vous ai pas menti, c'était un programme très dense. J'espère qu'il vous a plu. La canette est une success story qui a traversé les modes, qui s'est adaptée aux modes de consommation, qui sont plus nomades, plus instantanés, plus festifs. Alors, aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle montagne, j'ai envie de dire, un nouveau défi pour l'industrie. Donc, cette préoccupation grandissante, exponentielle, pour les enjeux environnementaux, pour les enjeux climatiques. Alors, historiquement, et on ne s'en cache pas, la canette n'a pas forcément été perçue comme un emballage durable pour différentes raisons. Ça, ce sont les émotions, ça, c'est l'image, c'est la perception. Après, il y a les faits, et les données brutes. Et si on regarde les chiffres d'empreinte carbone, de recyclabilité, on s'aperçoit que la canette est l'emballage boisson qui répond au mieux aux deux principaux défis de notre secteur, qui sont circularité, empreinte carbone. Donc la canette est la championne du recyclage. Donc c'est l'emballage le plus recyclé au monde. 69% des canettes sont recyclées au niveau mondial. Au niveau de l'empreinte carbone, on a fait des progrès considérables, complètement. C'est assez fou ce qu'on a réalisé au cours des dernières années. Et le meilleur dans cette histoire, c'est que le meilleur est à venir. Donc on peut augmenter le taux de recyclage et on va le faire. On va continuer à diminuer le poids de la canette. On va décarboniser l'aluminium de nos canettes. On a beaucoup de leviers de réduction de l'empreinte carbone. Donc vous pouvez compter sur nous pour travailler sur ces sujets. Donc 85 ans de succès, mais le meilleur est à venir. Voilà pour la petite conclusion. On passe aux réponses, questions-réponses. Oui. Arnaud, allez, première question de Nature à Science. Quelle part des canettes recyclées redevient réellement une canette plutôt que d'être recyclée dans l'industrie? Cyril, tu veux prendre la main ou tu veux que je réponde? C'est une donnée qui est... Il n'y a pas de données concrètes sur le sujet. Je ne sais pas si moi, tu as des données sur ça, mais on y bosse. On veut améliorer ce taux de recyclage. Ce qui est important pour le métal, ce qui est important pour la canette, c'est le taux de recyclage. Donc, peu importe que ça retourne dans une canette, que ça retourne dans une bicyclette ou un moteur de voiture, l'important, c'est que le métal permet d'avoir ces boucles, ces vies infinies, sans perdre, sans dégrader la qualité. Donc, c'est vraiment
Un indicateur qui compte, c'est vraiment la recyclabilité, le taux de recyclage. Plutôt de savoir qui va retourner dans quelle filière et dans d'autres filières. Tout est, on crée de l'aluminium et voilà, on crée de l'acier et derrière on fait ce qu'on veut. C'est un peu la magie du métal. Autre question donc de Mathieu Combe, toujours pour Natura Science. 7 canettes sur 10 sont recyclées. Comment évaluez-vous ce chiffre, premièrement? Et ensuite, quelle part via les centres de tri, les mâches fer et les autres sources? Alors, sur ce chiffre, on l'évalue assez précisément, puisqu'il y a des taux de recyclage donnés par l'ADEME en ce qui concerne les métaux sur les produits ménagers, que ce soit en aluminium ou en acier. On sait en gros que 60% de nos canettes sont en aluminium et 40% en acier. Donc, il y a une partie qui sont réellement issus de la poubelle jaune, en gros 45%, et puis il y a une partie qui va dans les centres de tri et qui sont transformés en mâche fer, et l'autre partie. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à ce taux de 70%. Toujours Mathieu Combe pour Natura Science. Y a-t-il des tests sur les canettes réutilisables? L'idée de faire une consigne, comme cela peut exister en Allemagne sur des bouteilles en plastique ou sur le verre, consigne pour réutilisation et non recyclage. Consigne pour réutilisation. Oui, en fait, on l'a dit, pour nous, ce qui est important, c'est d'augmenter la collecte et que par derrière, le taux de recyclage monte en puissance et donc tout le métal collecté ainsi sera réutilisé. Donc, s'il y a consigne, ça peut aider, bien sûr, à augmenter le taux de recyclage. Encore faut-il que la consigne soit bien mise en place dans tous les lieux de consommation et notamment dans le hors-domicile. Question de Denis Lemoine de RIA. Pouvez-vous nous donner la part acier et aluminium en France? Oui, t'as pas écouté. Il y a 2 minutes, en fait, en 2018, il y a 60% des canettes qui sont fabriquées et consommées en France qui sont en aluminium et 40% en acier. Dans les années qui vont venir, la part de l'acier va diminuer parce que de plus en plus d'usines vont s'équiper en lignes d'aluminium, notamment une usine en France. Il y a 2 usines qui sont en aluminium. La 3e à Bierne est en train de changer pour mettre ses lignes d'acier en aluminium. Donc, globalement, cette part va considérablement augmenter entre 80 et 90% dans les années qui viennent. Question de Geneviève Goubin, liquide et conditionnement. Allons-nous vers le tout aluminium? Écoutez, c'est la tendance. En Europe, il y a pas loin de 80% des canettes qui sont en aluminium. Et en France, une fois que toutes les usines seront en ligne en aluminium, oui, on sera pas loin de 90%. Question de Denis Lemoine pour RIA. Quelle est la quantité d'énergie nécessaire à la production d'une canette en recyclé et quel est l'impact carbone? Cyril? Alors, si vous voulez, ouais, je vais répondre. Alors, ce qui est important dans ces chiffres-là, c'est plutôt la comparaison entre le recyclé et le vierge. Donc, notamment pour l'aluminium, Sandrine l'a évoqué, l'énergie, ou un point de carbone, ça marche aussi. Donc, l'énergie requise pour le recyclage, c'est 5% de l'énergie nécessaire pour la production d'aluminium vierge. Donc, il y a un énorme bénéfice de recycler par rapport à utiliser du vierge. En ordre de grandeur absolu, je crois que le recyclé est aux environs de 0,5 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium recyclé. Voilà pour les chiffres. Toujours pour Denis Lemoine de RIA. Outre l'intérêt statistique, la boucle de recyclage par les bennes déchetterie au lieu de la poubelle jaune a-t-il un impact sur la qualité du recyclage pour l'acier et pour l'alu? Mostafa, peut-être. Non, en fait, le point le plus important pour nous, c'est que ce n'est pas comptabilisé. Mais en fait, quand ça finit dans une benne métal,
Ça part chez un ferrailleur qui va séparer les deux métaux. En général, c'est essentiellement de l'acier et de l'aluminium qu'on trouve dans ces bennes. Et donc, chacun des métaux va suivre sa voie de recyclage. Le problème, quand même, c'est plus pour les collectivités parce qu'il faut savoir que chaque tonne de matériaux qui passe par la poubelle jaune fait bénéficier les collectivités d'un soutien Citeo. Et si ça passe dans la benne à métaux, ben c'est pas comptabilisé. Et donc, les collectivités ne vont pas bénéficier de ce soutien. C'est aussi une perte entre guillemets de recettes pour les collectivités. Toujours dans le recyclage, Isabelle Monrosier pour la Radio du Goût nous demande si une canette détériorée peut être recyclée. Oui, absolument. Je peux répondre parce qu'en fait, quand les canettes sortent d'un centre, elles sont mises en balle. Donc, en fait, les canettes et les emballages en général sont mis en balle et elles sont donc écrasées. Donc, ça n'a aucune importance qu'elles soient écrasées ou pas. Alors, toujours question d'Isabelle Monrosier pour la Radio du Goût. Quel est le plus grand contenant existant aujourd'hui? Pourrait-on imaginer une canette de 75 centilitres, voire 1 litre, pour remplacer les bouteilles en plastique? Alors, ça existe des canettes d'1 litre déjà et de 75 centilitres dans pas mal de pays, notamment dans les pays de l'Est, où notamment en Russie, il y a des canettes d'1 litre pour mettre de la vodka. Donc, si on veut consommer de la vodka en 1 litre, remplacer la bouteille verre ou la bouteille plastique par une canette, il y a des possibilités. Mais oui, ces emballages existent et ce sera intéressant d'ailleurs de voir demain un industriel faire des tests de commercialisation en France. Alors, question de Françoise Albazini, emballage digeste. 1963, ouverture facile. 75, la languette solidaire. Quelle innovation marquante pour cette décennie? Et quelle est celle qui se prépare pour la prochaine décennie? Sandrine, tu as quelques éléments là-dessus ou Non, Cyril? Cyril peut-être aussi. Non, je pense qu'on réfléchit à un certain nombre d'innovations. C'est vrai que certains de nos clients nous demandent de pouvoir refermer la canette. Je pense que ça, c'est un des vrais sujets. Est-ce qu'on ira vers cette innovation-là? C'est à réfléchir au sein de l'industrie. Voilà, je pense que d'autres innovations, l'ouverture facile, l'ouverture complète, je veux dire 360, c'est quelque chose qui a été aussi une innovation de cette période, qui est assez peu utilisée, mais par certains crafts, des brasseurs au Royaume-Uni, qui utilisent donc une ouverture complète de la canette, qui en fait presque un verre à boire. Je pense que ça, c'est une innovation qui pourrait être d'ailleurs plus mainstream. Voilà, c'est deux idées en tout cas qui ne sont pas encore complètement sur le marché. Oui. Cyril, tu as des éléments à partager ou je vais me rabâcher, mais c'est vrai que le grand défi pour nous, comme industriels, ce sera d'avoir d'optimiser notre empreinte environnementale. Donc, il faudra travailler. La prochaine innovation, ce sera quelque chose de mirobolant avec multimatériaux. Non, ce sera quelque chose de simple, quelque chose qui sera adapté à la consommation, adapté au recyclage. Donc voilà, là-dessus, rien de plus à ajouter. Alors, d'autres innovations quand même, c'est sur la forme. Hein. Il y a encore 3-4 ans, il y avait un marché français avec simplement la forme 33 centilitres standard que vous connaissez. Et cette forme est devenue maintenant allongée, donc, parce que elle a montré sa modernité, son attractivité au consommateur. Donc, à travers la forme de l'emballage, on peut aussi susciter un certain nombre d'innovations. Alors, puisqu'on est dans l'innovation, Isabelle Bachelard de Singular nous demande quel avenir pour le vin en canette en France et ailleurs? Alors, moi j'y crois. Voilà, donc ça fait partie des marchés, je pense, qui doivent se développer en France. Ça existe déjà en Angleterre. Il y a déjà au moins une dizaine de marques qui existent en Angleterre. Ça existe aussi aux États-Unis. Et donc, on me pose parfois la question en disant, bah oui, mais les Français
qui sont des grands amateurs de vin, pourquoi ils boiraient du vin en canette. Et en fait, les Français sont très curieux. Et vous voyez que, par exemple, pour les chaînes de fast-food, pour McDonald's, c'est l'un des plus grands pays du monde, la France, en termes de chiffre d'affaires. On voit que la vente à emporter, les livraisons, tout ça se développe énormément. Donc, je crois que pour le vin, ce serait une occasion aussi de développer une nouvelle modernité avec des vins faciles à boire, en petite dose pour le pique-nique. Question de Denis Lemoine pour RIA. Quel est le prix moyen d'une canette de 50 centilitres? Oh, une canette est dans le hors domicile, en gros, c'est 1 euro. Donc, 50 centilitres, ça doit être un petit peu plus. Ça dépend, c'est des bières. Hein, donc, il y a des bières, surtout en 50 centilitres, qui peuvent valoir beaucoup plus cher, qui peuvent atteindre 2 euros. Les boissons energy drinks, c'est 1,20 €. Alors, une question de Dominique Huret pour Cantech. Avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, y aura-t-il des conséquences sur le marché français en termes d'export, de matières premières, de recyclage, etc. Alors, donc déjà, on ne connaît pas encore les conditions du Brexit, mais je pense que les industriels se sont organisés. C'est vrai qu'il y avait des flux entre la France, entre le continent, on va dire, et l'UK, et on fait en sorte de limiter ces flux. Aujourd'hui, on a 3 usines, comme on l'a dit, en France. Ces usines, elles fabriquent essentiellement pour le marché français et puis une partie du marché allemand et Benelux. Il y avait peut-être des exports ou des imports du UK, mais je pense que c'est très très limité. Donc non, on n'envisage pas en tout cas, pas de conséquences importantes. Ça, c'est un point important, ça, hein, par rapport à d'autres filières. La canette est une industrie qui est locale, que ce soit la production, que ce soit également le recyclage. Le recyclage, 90% des canettes sont recyclées en Europe. Donc, c'est une histoire locale, une histoire européenne. Oui. Voilà. Comment on va y faire face avec des lignes de production supplémentaires en France, tout simplement. Parce que c'est également une industrie qui est extrêmement facile de mettre en œuvre. Il faut juste rajouter une ligne dans un endroit qui est déjà prévu, les coûts sont modérés, et voilà, il n'y a pas d'investissement complètement délirant à mettre en œuvre. Et la plupart de nos usines ont, disons, un cercle de clients proches de cette usine. Hein, on dit qu'en général, on essaie de vendre des canettes dans un rayon de le plus proche possible, mais jusqu'à 300 ou 400 km. C'est un petit peu l'optimisation d'une usine de canettes aluminium. Voilà, donc les usines françaises ont leurs clients en France ou en tout cas dans des pays très très limitrophes. Alors, je reviens sur la question de Denis Lemoine de RIA. Le prix de l'emballage 50 centilitres, je pense que sa question est plus le prix sorti fabrication de chez les canmakers. Oui. C'est pas quelque chose qu'on partage. Est-ce qu'on partage? Non, en général, non, on ne partage pas. Non. Il faut laisser les industriels discuter ensemble. Voilà. Bien, mais écoutez, en ce qui concerne les questions, j'espère que je n'en ai oublié aucune. Ah oui, si, excusez-moi, Françoise Albazini vient d'en poser une. Comment réduire l'empreinte carbone? Quelles sont les pistes d'optimisation des process de production pour réduire? Alors, je vais prendre la parole et puis la laisser après à Cyril ou Sandrine. Mais l'un des meilleurs moyens de réduire l'empreinte carbone, c'est de réduire le poids de l'emballage. Et la canette a perdu 30% de son poids, qu'elle soit en acier ou en aluminium, ces 25 dernières années. Donc ça, c'est la piste principale et qui n'est pas simple puisqu'elle doit, entre guillemets, maigrir sans perdre ses qualités de résistance. Cyril ou Sandrine, peut-être vous avez d'autres informations. Si tu veux, je vais compléter. C'est vrai qu'en termes d'allègement, c'est un levier qui marche, qui est très efficace. On est actuellement sur le marché, on est à moins de 10 grammes pour une canette de 33 centilitres, donc c'est
c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à des bouteilles en verre qui peuvent dépasser 200, 300 grammes. Donc, on est déjà sur des niveaux extrêmement compétitifs en termes de poids. Et on va continuer à réduire. Ça, c'est sûr. D'autres leviers, si on augmente le taux de recyclage, automatiquement, on va diminuer l'empreinte carbone. Si on augmente le contenu en matière recyclée, on va diminuer l'empreinte carbone. Si nos suppliers, donc ceux qui nous donnent de l'aluminium, aussi travaillent pour diminuer l'intensité carbone de leur production, on va également y bénéficier. Il y a plein de leviers pour continuer de diminuer l'empreinte carbone. Et là-dessus, on va s'y atteler. On sait que c'est ultra important pour les années à venir. Si je peux ajouter une remarque, c'est Mustapha. Il y a tout un travail qui est fait actuellement sur une anode autre que carbone. Oui. Ouais. C'est quelque chose qui a été annoncé, qui devrait arriver en 2025. Et passer d'une anode en graphite à une anode, je pense qu'il sera en céramique, hein, je ne connais pas la composition, va permettre de réduire d'1,5 tonne par tonne d'aluminium l'empreinte carbone. Alors, je pense que Françoise Albazini nous demande une petite précision sur le poids. Elle nous demande justement quelle est la limite du poids. Alors, il n'y a pas de limite théorique connue. Je sais que nos concurrents sur d'autres filières, donc, eux sont en train de toucher un petit peu les limites, on va dire, de l'expérience consommateur, avec le problème pour le plastique. Si c'est trop léger, ça va. Quand on va ouvrir, le liquide peut partir. On a aussi, ils ont aussi d'autres limites. Donc je pense que eux, ils sont plus proches des limites. La canette, il n'y a pas de seuil connu actuellement. C'est vrai que les capacités qu'a annoncé Sylvain de solidité, c'est complètement hallucinant. Dans un petit truc de 10 grammes, pouvoir contenir une pression de, c'est combien, 9 tonnes? C'est juste incroyable. Et il n'y a pas forcément encore de limite sur ce point-là. Il faut savoir que la paroi d'une canette, actuellement, est plus fine qu'un cheveu. Vraiment, on parle de nanomètres en termes de matière. Très bien, je pense que ça va être la dernière question. Jean-Marc Cholet pour Actu Agri nous demande qui sont les fabricants de canettes sur le marché et est-ce que c'est un marché très concurrentiel? Alors, les fabricants en France sont Ball, Krone et Ardagh. Il y en a d'autres qui existent en Europe, hein, qui exportent leur emballage sur le marché français notamment. Donc il y a 5, 6, 7, 8 peut-être grandes entreprises qui fabriquent des canettes dans le monde. Donc c'est un marché relativement concentré parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire et que c'est très sophistiqué en termes de réalisation de la canette. Ça reste un marché concurrentiel, oui, parce qu'on a vu que des nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché en Belgique, en Allemagne. Donc, il y a eu des investissements très récents d'acteurs tout à fait nouveaux sur le marché européen. Donc oui, on est on l'a dit tout au long de cette conférence de presse, on est dans un secteur dynamique avec une croissance forte. Et donc qui attire de nouveaux entrants sur le marché européen et notamment proche français. Bien, c'était, je pense, la dernière question. Donc, on tenait à vous remercier d'avoir assisté à cette conférence de presse pour la qualité de vos questions. Et n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous pour plus de détails si vous le souhaitez. Vous allez recevoir un dossier de presse, bien évidemment. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, on espère, de nouveau, si possible, à la Tour Eiffel pour fêter la 3e édition des Canettes d'Or. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.